Il y aura le décryptage de l'actualité. Le premier sujet au menu, justement soumis à l'analyse de nos chroniqueurs en plateau, concerne les mouvements lancés par le Front commun qui ont démarré par une marche pourtant interdite par le préfet d'Abidjan. Et finalement, visiblement, on est en train d'aller vers une tentative de mouvement pour boycotter l'ensemble des activités dans le pays. Josias, ça c'est moi avant la pause, vous vouliez réagir, allez-y. Oui. Il faut savoir que ce qui se passe actuellement n'est pas nécessairement la faute de l'opposition. On est dans un contexte où ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est passé hier, autrefois. Il y a eu des tentatives de discussion qui, normalement, devaient permettre à ce qu'on n'arrive pas à cela. L'opposition a demandé, le parti au pouvoir a réagi par moment. On n'a pas nécessairement atteint ce qu'on devait atteindre pour éviter ce qu'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que aussi bien on pourrait dire que l'opposition est en erreur en faisant ceci, il faut également prendre en compte la responsabilité du pouvoir en place, qui aurait peut-être fait quelque chose qui aurait empêché qu'on ait ce qu'on a. Quoi, par exemple? Discuter, peut-être calmer le jeu par d'autres moyens. Pour ne pas qu'on ait M. Laurent Gbagbo qui dit « vaille que vaille, il sera candidat ». Pour ne pas qu'on ait M. Tidiane Thiam qui ne se retrouve pas dans le pays, mais qui, de l'autre côté, lance également des mots d'ordre ou demande à ce qu'on puisse faire certaines choses ici. Donc moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est passé autrefois. D'ailleurs, les marches, par exemple, qu'on décrit aujourd'hui, les jeunes vont se faire tuer, les jeunes vont mettre un thème à l'avenir. Bon, jusque-là, il n'y a pas de mort, hein? Oui. Mais, heureusement, on espère que ça va continuer comme ça. Mais ces marches que tout le monde est en train de décrier, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours été, utilisé par les hommes politiques, généralement pour parvenir à leur finalité. Nous, en tant que jeunes, on a été ceux-là qui, pendant les périodes chaudes de l'histoire de la Côte d'Ivoire, n'avons pas vraiment vécu ces événements-là. Ce que nous, on a connu, c'est ce que nos parents nous ont dit. Ce que nous on a connu, c'est ce que, par chance, on a eu à voir dans les bouquins, on a eu à voir à l'école. Généralement, ce que nous, on connaît ou on remarque, c'est que la rivalité qui existait entre deux personnalités, M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, est une rivalité qui est tellement profonde, a touché nos parents, qui finalement se trouve dans nous, nos manières d'agir, dans nous, nos manières de concevoir les choses. Malheureusement, nous jeunes aujourd'hui, 18, 25 ans, nous sommes ceux-là qui autrefois étaient dans les rues. Le samedi, c'était des policiers qui n'étaient pas si jeunes, si vieux que ça, 25 ans, 28 ans, qui arrêtaient les jeunes également de 19 ans, 18 ans. Finalement, ce sont les Ivoiriens des deux camps. On a des Ivoiriens aussi du côté des forces de l'ordre que des militants qui, malheureusement ou par incompréhension, se retrouvent dans une situation qu'on aurait peut-être empêché d'arriver s'il y avait discussion, clairement. D'accord. Mohamed Nour? Je voudrais juste revenir sur les propos de Patrice Yeo avant la pause, qui disait que c'était dommage qu'il y ait 237 personnes interpellées. Monsieur Yeo, moi, le samedi... Monsieur Yao. Monsieur Yao, pardon, excusez-moi, toutes mes excuses. Le samedi, je devais faire une transaction. J'ai dû sillonner Abidjan pour trouver un point de mobile money. Je vais vous dire, par exemple, ça veut dire qu'il y a plusieurs points de mobile money qui ont fermé. Tout à l'heure, j'ai dit, ça a paralysé économiquement beaucoup de personnes. Vous ne pensez pas que c'est dommage quand même que certaines personnes n'aient pas pu avoir leur gagne-pain ce jour-là? Vous ne pensez pas que c'est dommage qu'il y a des familles qui peut-être ce jour-là ont dû manger moins que prévu? Moi, je pense que c'est ce qui est réellement dommage. Après, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que marcher, c'est un droit. Mais il ne faut pas marcher sur le gagne-pain des gens. Ça, il faut le comprendre. Et tout à l'heure, j'ai écouté les propos de Josias Assémon et vous avez un point commun, c'est que vous parlez du fait qu'il faut discuter. Mais discuter, qu'est-ce que ça veut dire réellement de discuter? Il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu. On a vu des rencontres entre la CAPSI et le gouvernement. On a même récemment vu Dano Djedje qui a rencontré le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité. Il y a eu plein de discussions, mais ça veut réellement dire quoi, discuter? Qu'est-ce que nous, on propose aujourd'hui? Chaque fois, on dit oui, il faut que l'opposition et le gouvernement discutent. Mais ça veut dire quoi, discuter? Qu'est-ce qu'il y a à la fin de ces discussions-là? Et tout à l'heure, je l'ai dit au début, c'est que les guerres sont déclarées par des personnes qui se connaissent, mais ce sont des personnes qui ne se connaissent pas qui font la guerre. Le problème qu'on a, je pense que c'est surtout un problème de personnes. La marche, elle n'est pas dans l'intérêt général des populations. C'est un problème de personnes. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, le président du PDCI Thiam a fait un discours où il expliquait justement qu'il ne faudrait pas revenir sur sa petite personne. Je paraphrase exactement les mêmes mots qu'il a dit. Et malheureusement, c'est ce qu'on a et c'est ce qui est aujourd'hui en train d'amplifier la marche. On marche parce que, justement, on impose l'inscription de 2 personnes ou d'autres personnes éventuellement sur la liste électorale. Mais on ne marche pas parce que, par exemple, on a des problèmes sociaux, on ne marche pas, par exemple, parce qu'on a des problèmes d'infrastructure, etc. Donc, il faut comprendre le sens de la marche. Et c'est pour ça que je dis, justement, c'est important que l'opposition puisse réellement véhiculer pourquoi est-ce qu'il faut marcher, l'idée derrière. Très bien. Alamine?
Oui, pour emboîter le pas à Mamadou Diarra-Souba, c'est qu'on a une grosse problématique en Côte d'Ivoire par rapport à la compréhension des discussions. Même en Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur de notre pays, les discussions politiques qui ont eu des effets significatifs pour ceux qui ont voulu la discussion, c'est que quelque part sur le théâtre des opérations, donc sur le terrain, ils arrivaient à équilibrer le rapport de force. Des discussions, il y en a eu. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire est dans une transition paradigmatique en ce qui concerne l'ancrage de ces institutions. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que les derniers grands accords politiques ont conclu qu'on doit suivre le strict fonctionnement des institutions de la République. Donc, on peut faire 4, 5, 10 discussions, mais est-ce qu'après, le bénéfice peut être atteignable pour l'opposition si c'est des questions qui concernent des mesures exceptionnelles ou bien souvent même des questions de révision de la liste électorale qui, lorsqu'elles seront faites, vont peut-être bousculer le calendrier électoral, voire même constitutionnel. Il y a eu beaucoup de responsabilités sur le plateau ici, avec le vice-président de la CEI. On a estimé qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées. Mais la responsabilité du pouvoir, de l'opposition, est forcément engagée dans tout ce processus-là. Bon, la chose que je décris le plus aujourd'hui, c'est que nos partis politiques sont encore dans des vieilles recettes. Ces vieilles recettes qu'on a connues dans le passé qui aujourd'hui ne peuvent pas porter des fruits. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la culture du capital intellectuel. Est fort politiquement aujourd'hui celui qui a une bonne stratégie, une bonne programmation et une bonne planification. Même le RHDP, parti au pouvoir aujourd'hui, est taxé de beaucoup de choses par l'opposition. Mais vous allez voir qu'en matière de réflexion, en matière de prospection, en matière de compréhension des enjeux tactiques, le RHDP a des années-lumière. Donc quand on sait que le rapport de force n'est pas établi depuis la communauté internationale, on a dit ici depuis des mois, on voyait le dispositif se fermer, les taux se refermaient au fur et à mesure même pour le président Thiam. Depuis la communauté internationale, depuis la justice même sous-régionale, quand on saisit toutes les institutions, quand on n'a pas de gain de cause, quand on interne sur le théâtre des opérations, c'est difficile. Quand du moins les institutions de la République, c'est difficile. En politique, rarement, le choix est entre le bien et le mal. Généralement, en politique, le choix est entre le mal et le moindre mal. Donc oui, ma personne ne peut pas être président de la République par rapport à cette élection. Mais est-ce qu'en mon sein, je ne dispose pas des personnes qui peuvent le faire? Oui. Si l'enjeu suprême est de servir les Ivoiriens à l'aune de nos convictions, à l'aune de nos idéaux que vous partagez plus ou moins dans le même parti politique, pourquoi ne pas partir simplement vers cette transition intellectuelle-là? Et aujourd'hui, je pense que c'était quelque chose de très faisable. Imaginez sur l'instant les 4 candidats aujourd'hui qui ne sont pas du RHDP, candidats à l'élection présidentielle, plus un soutien d'un Laurent Gbagbo, d'un Tidiane Thiam. On aurait pu avoir un deuxième tour et puis créer quelque chose. Mais cette volonté farouche de prétendre d'un côté qu'on respecte le droit parce qu'on accepte un report d'une marche et puis demain, la même marche que le préfet donné quitus hier, on estime qu'aujourd'hui c'est illégal, il n'a pas le droit de donner quitus pour cette même marche et on va marcher pour avoir quel bénéfice? Les responsabilités sont partagées, mais je pense que ce qui fatigue le plus l'opposition ici en Côte d'Ivoire, c'est que d'abord, ils oublient qu'eux tous ont été aux affaires. Donc c'est facile de pouvoir regarder dans l'histoire pour venir dire toi aussi tu as fait ça, toi aussi tu as fait ça. On doit aller vers un processus de transition intellectuelle où on réfléchit à la fois de manière technique, de manière tactique, pour qu'on puisse rééquilibrer le rapport de force. Les discussions politiques ne pourront pas aboutir à ce résultat-là. D'accord. Patrick Yao? Alors, d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose avec Mohamed Nou. Oui. C'est qu'il n'y a pas eu de discussion entre la CAPSI et le gouvernement. C'est plutôt entre la CAPSI et le RHGP. Deuxième chose, c'est que le droit de manifester quand même est quand même garanti. Non, mais dites-moi qui est au gouvernement? Non, mais le gouvernement est différent du RHGP. C'est vrai que c'est le RHGP qui est au pouvoir, mais la CAPSI n'a pas discuté avec le gouvernement, Oui, mais plutôt vous avez du bon avec sens. le parti politique. Ne parlez pas en même Oui, temps. mais vous avez du bon sens. Voilà. Ne parlez Non. pas tous les deux. Je veux dire que le droit de manifester est garanti par la Constitution. On a eu 2 marches de l'opposition. La marche en août à Yopougon et celle de juin sur le boulevard, l'ancien boulevard Latry. Mais cette marche, il n'y a pas eu de casse. Absolument. Qu'est-ce que ça coûtait au préfet ou au gouvernement d'accepter que cette fois-ci, l'opposition, le Front commun, puisse manifester ce samedi 11? Bon, moi, j'ai entendu quelqu'un poser une question. Qu'est-ce que ça faisait aussi aux manifestants de se dire c'est une marche interdite et parce qu'elle est interdite, on ne la fait pas? Je veux dire, si on commence à se poser les questions dans tous les camps, finalement, avec beaucoup de si, on peut refaire le monde. Continuez. Dans tous les cas, moi je réitère encore une fois. Nous sommes arrivés à cette situation par faute de dialogue. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, heureusement qu'on a une opposition qui utilise les moyens légaux. On a une opposition qui veut toujours discuter.
Mais cette marche-là n'est pas légale. Et moi, j'estime que si, depuis janvier, février, le gouvernement avait accepté de discuter avec les différents partis d'opposition, on n'en serait pas là. Et c'est bien dommage aujourd'hui. Depuis samedi, c'est vrai que samedi, le mouvement était étouffé ici, mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a quand même des vidéos de 2020 qui refont encore surface encore. Il y a des vidéos d'autres pays qui font surface ici, par exemple au Togo, au Congo et autres. C'est vrai. Mais le mouvement, c'est dans ceci. Vous pensez que le dialogue, il a commencé quand exactement? Le dialogue? Le dialogue gouvernement-opposition, il a commencé quand? Je ne comprends pas le sens de votre question. Le dialogue gouvernement-opposition, quand est-ce qu'il a commencé? Je vois pas un peu en quoi vous voulez venir. Il y a un dialogue entre l'opposition et le gouvernement depuis quelques années, ça date pas d'aujourd'hui. Si. Alors vous, quand je vous écoute, on a l'impression que le dialogue il a commencé là en 2025. Et tout à l'heure, je vous ai repris sur une question, vous avez dit que c'est dommage qu'il y ait des interpellations. Et je vous ai demandé, vous ne trouvez pas que ce soit dommage qu'il y ait des femmes ou des hommes qui n'ont pas pu travailler ce jour-là et donc qui ont eu leurs revenus financiers qui ont été impactés? C'était ça ma question. Moi, je ne reviens pas sur le fait qu'il faut marcher ou pas. Ça, c'est un débat, on ne pourra jamais s'entendre. Parce que vous aurez forcément une partie de l'opposition qui vous dira oh, c'est notre droit de marcher. Vous aurez d'autres personnes qui vous diront les autorités ont dit cette marche est interdite. On ne pourra pas s'entendre sur cette question-là. Mais je voulais qu'on arrive à un consensus. Est-ce que ce n'est pas dommage que des hommes et des femmes n'aient pas pu avoir leur gagne-pain ce jour-là? C'est bien dommage également que, je reviens encore dessus, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu de dialogue. Parce que s'il y avait eu un dialogue entre pouvoir et... Mais vous vous contredisez. Non, écoutez... Vous dites que le dialogue a commencé depuis quelques années, mais là vous me dites que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de dialogue. Les points de revendication que l'opposition a apportés cette année ont été évoqués, c'est vrai, certes, au précédent dialogue, mais il y avait des points encore qui auraient pu être évoqués. Exactement. Par exemple, au niveau de la CEI, le déséquilibre de la CEI. Bon, on ne va pas refaire le débat sur toutes les récriminations portées par une partie de l'opposition. Ce soir, l'idée, c'est de s'interroger et analyser la question soumise à votre analyse, jusqu'où pourrait aller le Front commun. Alassane Rabo, réaction. Je voulais la poser à Josias, mais étant donné que William a abordé dans le même sens que Josias, William, Awa Domelo, Henriette Lagou, Simone et Yvette Gbagbo et Jean-Louis Billon sont-ils de l'opposition? C'est une question. Non, sont-ils de l'opposition, oui ou non? Oui, ils sont de l'opposition. Mais s'ils sont de l'opposition, pourquoi dit-on que l'opposition n'est pas à cette présidentielle? Pourquoi dit-on que l'opposition boycotte cette présidentielle? De quelle opposition parlons-nous? Je peux répondre? Oui. L'opposition représentative. Ah, vous voulez dire que ceux qui ont réussi à avoir le parrainage citoyen ne sont pas représentatifs? C'est ce que vous voulez dire? Quand même, Alassane. On va prendre le cas simplement d'Henriette Lagou au Awa Domelo. Ouais. La campagne a débuté ce vendredi. Ouais. Combien de meetings ont-ils tenus? Non, la représentation... Non, je veux savoir. Combien de meetings ont-ils pu tenir? Même en termes de mobilisation sur le terrain. Ouais. Combien mobilisent-ils? Oui, mais on ne jauge pas le fait d'avoir les parrainages requis à la capacité à mobiliser lors d'une cérémonie. Moi, je peux envoyer 10 000 personnes à une cérémonie samedi, et toi, tu en enverrais 500, mais ce n'est pas pour autant que toi, ton idée est moins pertinente par rapport au moins. Donc vraiment, c'est un autre débat. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des dialogues politiques. Même la réforme actuelle de la CEI avec la participation de plusieurs autres partis politiques, le retour du FPI alors, c'est grâce au dialogue politique. Il y a eu dialogue politique sous Ahmed Bakayoko, paix à son âme, quand il était Premier ministre. Il y a eu dialogue politique sous Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, quand il était Premier ministre. Il y a toujours eu dialogue politique. Là, il y a eu dialogue avec Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire, dont fait partie, par exemple, le PDCIRDA de Tidjane Thiam. Pas le PPACI. Oui, mais pas le PPACI. Ça, non, moi, je ne referai pas ce débat. S'il n'y a pas d'union dans l'opposition, ça, c'est pas moi mon affaire. Moi, je dis simplement, je constate avec vous qu'il y a eu dialogue politique entre une grande plateforme qui réunissait plus de 25 partis d'opposition et le parti au pouvoir. Comme Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure, il faut faire attention au rapport de force. Pour avoir gain de cause par moment, il faut pouvoir justifier, notamment sur le terrain de l'action politique, de la représentativité, que nous sommes en mesure de discuter. William, pour que je m'assoie pour discuter avec toi, il faut que j'estime que tu me tiens sur certains aspects. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est orange, aux couleurs du RHDP. Que ce soit du nombre de sénateurs, du nombre de députés, du nombre de maires. Et ça, c'est la résultante d'actions passées menées par l'opposition. Boycott de certains scrutins,
Au moment où on tente de se réveiller, mais les gens ont travaillé. Regardez ce que Mamadou Touré dit à son président, son candidat à Daloa. Il lui dit que le Haut-Sassandra n'est plus le bastion d'une quelconque opposition. Le Haut-Sassandra, c'est votre bastion, Alassane Ouattara. Parce que vous avez tel nombre de maires, tel nombre de députés. Ça, c'est la réalité politique. Donc pour nous qui sommes de ce réalisme politique-là, on estime que l'opposition devrait se mettre au travail. D'accord.